Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Le parc agro-industriel de Boukangalonzo, c'est bien parti pour la récolte. Le chef de l'État lui-même a procédé hier au lancement justement de la première moisson. Nous sommes sur ce plateau avec Franklin Chamala, communicateur de la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue. Merci mon frère Claude Biringanine. Voilà, Boukangalonzo, c'est d'ailleurs la suite, ce lancement de la récolte, la suite d'une série d'inaugurations effectuées par le chef de l'État. C'est pas le début finalement de la campagne. Non, la campagne agricole alors, ou la campagne électorale? Campagne électorale. Non, nous n'en sommes pas encore là. Ici, il s'agit de la gouvernance Kabila. La gouvernance par des actions qui génèrent des résultats à impact visible, des résultats qui impactent notre vie. C'est ça. C'est ça la gouvernance de Kabila. Et donc des résultats comme ça, on ne peut pas ne pas en parler. En fait, Boukangalonzo, à près de 230 km de Kinshasa, dans la province de Bandundu, c'est un mystère, un miracle. Ça doit être connu, reconnu, inscrit dans l'histoire de ces pays comme étant un héritage de Joseph Kabila Kabange à la République démocratique du Congo. Héritage, je souligne. Parce qu'en fait, comme vous le savez, parti d'un désert muet en champ de maïs, où 5 mois après, on produit 20 000 tonnes de maïs. Et donc ça, il faut le faire. Il faut le faire. Bref, quel est le problème auquel Boukangalonzo répond? Boukangalonzo, ce n'est pas une campagne électorale, du tout. Il s'agit d'une réponse à un problème du Congolais. C'est lequel? Vous savez que notre pays consacre 1,5 milliard de dollars à l'importation des produits alimentaires annuellement. Le riz, les haricots, les poissons, la viande, le poulet, tout ce que nous consommons au quotidien là, c'est 1,5 milliard de dollars consacrés par le gouvernement à l'importation de nos produits alimentaires annuellement. Ça pose un problème du déséquilibre de notre balance des paiements. Il y a un pays comme le Nigeria, en Afrique toujours, qui, il y a 3 ans, consacrait 9 milliards 200 millions de dollars à l'importation de ces produits alimentaires. Grâce à la stratégie de la production agricole intense comme Boukangalonzo, le budget du Nigeria consacré à l'importation des produits alimentaires est passé 3 ans après de 9 milliards, 2 à 600 millions. 600 millions de dollars. Donc un budget divisé pratiquement par 15. Oui. Et les experts nous disent que avec les potentiels de la RDC, nous pouvons faire mieux que ça. Ça veut dire qu'en 2-3 ans, en 4 ans, si nous maintenons le cap du travail productif, le cap du dur labeur, nous pouvons aller au-delà de ce que les Nigérians ont fait. Parce que vous savez, chez nous, non simplement que cet argent-là, c'est 1,5 milliard, c'est beaucoup d'argent qui est consacré à l'importation de produits alimentaires, mais chez nous, les produits importés là, les riz, les haricots, le poisson, coûtent beaucoup plus cher que dans les pays environnants ici. Tous les produits que nous consommons là qui sont importés, ça coûte beaucoup plus cher qu'à Brazzaville. Ça veut dire, lorsque vous considérez aussi notre cupidité, la cupidité de nos opérateurs économiques vers eux, en fait, ils sont trop portés aux bénéfices faciles, leur esprit de spéculation et la prohibition qui grève leur prix. Vous n'avez qu'à lire les rapports qui a été commandé par le Premier ministre Matata en 2012 et 2013 auprès d'un cabinet d'audit étranger, les rapports sur l'importation ou les prix de nos importations des produits de première nécessité. Si vous les lisez, vous comprendrez ce qu'il y a dedans. Et donc, au-delà du fait que les budgets sont costauds, mais aussi les prix sur les marchés de ces produits-là ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Parce que déjà, les revenus du Congolais sont très faibles. C'est que l'on craint, par ailleurs, pour Boukangalonzo, on dit un investissement très moderne, et ça va
demander cher? Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes dans une stratégie qui va infléchir la courbe des coûts. Je disais les produits importés là-bas, alors que les prix, en fait, les revenus du Congolais sont très bas, n'est-ce pas? Alors, on se trouve là devant un problème des Congolais qui n'ont pas des quoi, qui n'ont pas le pouvoir d'achat, d'accéder à l'alimentation de qualité. D'où la malnutrition, d'où la sous-alimentation. Oh, vous savez, un peuple qui n'est pas bien nourri et qui n'est pas bien nutri, c'est un peuple incompétitif, un peuple improductif. Et les enfants, déjà, les enfants qui ne sont pas bien nourris et bien nutris, c'est des enfants qui ont une capacité cognitive faible. Ils ont une capacité de réflexion faible. Alors, avec l'ambition que nous avons d'aller à l'émergence à 2030, nous risquons dans 10 et dans 8 ans, ou dans 8 ans, ou dans 10 ans, de nous retrouver comme ça dans un pays où les intelligences, à même de faire face aux défis de l'émergence, n'existaient pas. Il faut bien manger. Ah, très bien. Parce que vous le savez, comme vous le savez, dans 20 ans, dans 30 ans, la guerre ou les conflits principaux vont naître autour du manger et du boire, l'eau et le manger. Les populations mondiales continuent à croître, la démographie croît, tandis que par un concours de circonstances dues au fait du gaz à effet de serre et d'autres impacts environnementaux, et les espaces vitaux sont en train de se rétrécir. Les populations croissent et les espaces vitaux se rétrécissent. Et donc les pays qui ne vont pas aujourd'hui engager des stratégies en vue de pouvoir s'autosuffire du point de vue alimentaire sont des pays qui vont être subjugués par d'autres qui auront à leur portée l'alimentation. Voici pourquoi les chefs de l'État, qui ambitionnent d'aller là avec ce pays en 2030, qui ambitionnent de porter ce pays à l'émergence, a pensé tôt de pouvoir aborder ce pays-là, aborder donc les défis d'aujourd'hui et les défis de demain. En faisant quoi? En imaginant la stratégie des parcs agro-industriels. Ça, c'est sorti de lui, parce que lorsque vous posez des questions même à certains acteurs de l'opposition, qui ont été avec les chefs de l'État dans l'espace 1+4, je peux me permettre de citer le président Makila, il vous dit qu'il avait déjà été convié par les chefs de l'État, déjà à l'époque, à aller visiter ces sites-là. Et il est allé dans la suite du chef de l'État là-bas. Ça veut dire que Boukangalonzo sort des tripes de Joseph Kabila, Kabangé. La stratégie des parcs agro-industriels. Ce n'est pas un champ, comme les gens disent, champ de maïs. Non, ce n'est pas un champ de maïs. Boukangalonzo, c'est en fait une conjugaison de beaucoup d'activités. Vous avez là la production agricole, en fait la production des grains, la production des légumes, la production animale, j'en passe de meilleur. Mais vous avez également la transformation. On a également la dimension de la commercialisation. Boukangalonzo, c'est la somme de tout ça. Donc c'est des machines importantes. Lorsque vous avez suivi hier les gestionnaires de Boukangalonzo en train de présenter la configuration actuelle de Boukangalonzo, on vous dit c'est 250 engins de production agricole. Les gens que vous avez vus là-bas, en train d'être déployés pour cueillir les maïs. 250. Payés avec l'argent du contribuable congolais. Boukangalonzo, c'est une station de production d'électricité qui va fournir 56 mégawatts. 56 mégawatts, c'est la somme d'électricité consommée aujourd'hui par des grandes agglomérations comme Goma et Bukavu. Vous comprenez? Boukangalonzo, c'est de l'eau potable tirée sur la Congo. Parce que la station de pompage d'eau est en construction. Boukangalonzo, c'est des routes modernes. Boukangalonzo, c'est des voies d'eau. Boukangalonzo, c'est des voies ferrées. Boukangalonzo, c'est des écoles. C'est des hôpitaux. Bref, c'est donc une unité de production importante qui va transformer l'environnement socio-économique de la province du Bandundu dans sa configuration actuelle, si pas de la prochaine province de Kwango. Boukangalonzo, c'est cela. Boukangalonzo, c'est tout un miracle dans ce coin-là. Voici pourquoi nous disons il faut l'inscrire aujourd'hui parmi les éléments de l'héritage Kabila à la RDC. Et donc c'est ça Boukangalonzo. Et donc Boukangalonzo, ce n'est pas que l'État congolais. Boukangalonzo, c'est aussi des privés. Des privés. Boukangalonzo, c'est aussi des étrangers qui viennent pour conclure avec le gouvernement congolais des partenariats publics-privés, mais aussi gagnant-gagnant. Parce que Boukangalonzo, c'est la vie même du Congolais. L'alimentation, c'est la vie.
N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur, n'est-ce pas? Donc là, Bukangalonzo, c'est en fait une idée divine. Ouais, alors, quelque part, vous aviez évoqué l'opposition elle-même qui dit plutôt qu'il ne faut pas s'enorgueillir pour autant parce que dans l'assiette du peuple congolais, il n'y a encore rien. Mais justement, les opposants congolais, ils sont encore devant un mur d'aveuglement, et un mur d'ignorance du fait de leur arrogance, n'est-ce pas? Ils sont devant un mur d'ignorance. Plutôt que d'aller se promener tout le temps aux États-Unis pour apprendre des choses qui ne vaillent pas, aller apprendre comment organiser les villes mortes et tout ça, non. Il faut aller ici à côté pour voir les miracles qui sont en train de se développer sur notre barbe. Allons à Bukangalonzo pour apprendre. Parce que nous qui y allons, nous découvrons des choses chaque jour. Je vous ai dit que Bukangalonzo, c'est toute une plateforme d'activité agrégée là-bas. Des Bukangalonzo vont naître 3 sociétés. Une société exploitante du site, une société de production et une autre de commercialisation. Le marché international de Kinshasa qui va être érigé à Maluku et qui recevra donc toute la production de Bukangalonzo pour la commercialiser à des prix compétitifs, des prix qui sont à la portée de nos bourses. Déjà là aujourd'hui, la moisson du maïs continue parce que tout au long du mois de mars, Bukangalonzo va donner 20 000 tonnes de maïs. 20 000, et c'est un maïs de qualité. Ce maïs-là a été sémé en septembre passé. Aujourd'hui, là, 20 000 tonnes. Au mois de juillet, la saison B donnera également des quantités importantes. Mais il n'y aura pas que le maïs au mois de juillet. Au mois de juillet, il y aura les légumes parce que la sémence des légumes a commencé déjà sur 1000 hectares. Vous comprenez? Et donc, au mois de juillet, nous risquons d'avoir également du poisson à manger, de la viande à manger. Médine, DRC, Bukangalonzo. J'ai dit, ceci n'est possible que si nous nous acquittons du devoir qui nous incombe, le devoir sacré du dur labeur. Les durs labeurs. Moins de discours, mais beaucoup de travail. C'est ça, parce que nous pouvons changer le cours de choses uniquement en faisant le travail. Uniquement le travail. C'est ça les discours. Sur place, au Bandundu, une province qui est reconnue pour sa vocation agricole, est-ce que les agriculteurs locaux sont aussi invités justement à cette action? Ou il y a déjà des actions qui sont menées dans le sens d'avoir un effet d'entraînement justement dans les communautés locales? C'est là l'intérêt, parce que en fait, dans la stratégie gouvernementale, il ne s'agit pas simplement de promouvoir des grandes exploitations. Non, il s'agit également d'entraîner ce qu'on appelle les petites exploitations familiales. Tout autour de Bukangalonzo, il y a des petits fermiers qui ont 1 hectare, 2 hectares. Qu'est-ce qu'on fait pour d'être étouffés? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Les petits fermiers tout autour de Bukangalonzo sont les bénéficiaires également de la mise en œuvre du parc agro-industriel pilote de Bukangalonzo. Pourquoi? Parce que lorsque vous y arrivez aujourd'hui, mais leur terre est préparée par les engins de Bukangalonzo. Ils reçoivent formation. Leur terre est labourée par les engins de Bukangalonzo. Ils reçoivent des semences améliorées de Bukangalonzo. Vous comprenez? Ils reçoivent les fertilisants, les herbicides de Bukangalonzo, les engrais améliorés de Bukangalonzo. Vous comprenez? Et lorsque arrive le temps de la moisson, ils bénéficient aussi des mêmes facilités de moisson, c'est-à-dire avec le concours des engins que vous avez vu hier, les moissonneuses-batteuses, ces engins qui rentrent dans les champs de maïs et qui cueillent le maïs. Les engins qui cueillent le maïs. Vous avez vu ça hier? Oui. Le chef de l'État était aux commandes de l'un de ces engins-là. Il a cueilli le maïs. Et quand ils finissent, ces engins, au même moment qu'ils cueillent, ils égrènent les maïs. Ça veut dire séparent la tige du maïs des grains. Rejettent donc la tige déjà fracassée dans le sol pour nourrir le sol et ne gardent dans leur cuve que les grains de maïs au fur et à mesure qu'ils avancent. C'est des engins qui sont équipés en GPS. Un GPS qui détermine instantanément le rendement de chaque hectare. Vous comprenez? Et qui vous dit automatiquement cet hectare-là a produit 5 tonnes ou cet hectare n'a produit que 3 ou 2 tonnes. Automatiquement. Et lorsque cette cuve-là de la moissonneuse batteuse est pleine, le maïs est évacué automatiquement par un poussoir vers une camionnette de 10 tonnes qui l'amène directement vers le silo de stockage
Oui. C'est des engins d'une grande technologie qui ont été acquis justement pour nous permettre de ne pas assimiler l'agriculture à une corvée. L'agriculture, c'est un travail que nous pouvons faire également en riant et en souriant, avec plaisir. C'est ça qui se passe à Bukangalonzo. Les ouvriers qui sont commis à la production ne sont pas astreints à une corvée. C'est des gens qui travaillent normalement, qui sont bien nourris, qui sont bien rémunérés. Est-ce que cette technologie, justement, ne va pas les dépasser? Non, pas du tout. Oui, parce que les gens qui sont habitués à cultiver à la houe... Mais là, nous sommes à l'heure des nouvelles technologies, n'est-ce pas? Mais nous voulons aller vers la modernité. La modernité se conjugue avec les nouvelles technologies, n'est-ce pas? Mais, voyez, la culture de ce qu'on appelle en fait les légumes que nous allons consommer. Sur chaque hectare, on a besoin d'environ 5 fermiers. Sur chaque hectare des légumes plantés, on emploie 5 fermiers. Déjà à Bukangalonzo, on cherche les fermiers qu'on ne trouve pas. Ça veut dire sur les 1000 hectares, prenez 5 fermiers fois 1000, ça vous fait 5000 fermiers qui vont être employés pour la production sur 1000 hectares de légumes. Voyez-vous? Et donc là, il y a là un travail important pour nous, les Congolais, de toute la République, de Kinshasa en particulier, et ceux de Bandundu. Nous qui sommes à proximité du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et donc je disais que les petits fermiers n'ont pas été oubliés. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là dont le travail impacte sur beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Oui. Imaginez simplement 1 hectare par famille. Une famille, c'est minimum 10 personnes. 600 hectares sont mis en valeur pour 100 familles. Quelle production pour ces familles-là? Quel revenu pour ces familles-là? Je dis, les petits fermiers-là, en réalité, vont bénéficier des ressources qui vont leur permettre de faire fonctionner des entreprises, des micro-entreprises, des entreprises familiales, n'est-ce pas? Et devenir demain des grands entrepreneurs. Alors, la promotion de la classe moyenne dont a parlé le chef de l'État, elle passe par une stratégie comme celle-là. Permettre à un homme congolais, à un homme parti du néant, de disposer des capitaux qui augmentent chaque année et qui lui permettent demain d'avoir des grandes ambitions. C'est cela, n'est-ce pas? Et donc, je dis, à Bukangalonzo, toute cette stratégie-là est entrevue. À partir de Bukangalonzo, maintenant, peut-on faire des prévisions sur même l'avenir de l'agriculture en RDC? Oui, mais là, l'avenir, c'est comme je vous ai dit, les ministres ou la ministre nigériane des Finances qui est passée ici et qui a été reçue par le Premier ministre Matata Ponyo, a dit que son pays, qui consacrait 9 milliards 200 millions de dollars à l'importation des produits alimentaires, 3 ans après, grâce à la stratégie similaire au parc agro-industriel, a fait passer ce budget-là de 9 milliards 200 millions à 600 millions aujourd'hui. Un budget réduit de 9 milliards à 600 millions 3 ans après. Et après avoir vu ce que le Congo a fait et est en train de faire, notamment le projet de duplication de ce parc dans toutes les provinces, elle dit avec les ressources que vous avez, vous les Congolais, parce que vous avez plus que nous, vous pouvez aller beaucoup plus vite que nous-mêmes. Il y a une semaine passée, le PNUD vient de publier le rapport national sur le développement humain. Et à la présentation de ce rapport, le représentant résident du PNUD a dit qu'on regarde la manière dont nous avançons. Nous, la RDC, nous qui avons gagné 13 points sur les classements mondiaux cette année, ou l'année passée, parce que c'est le rapport 2014, ce représentant, il dit que arriver à l'objectif de l'émergence dans 13 ans, c'est à la portée des Congolais. Mais c'est à notre portée si nous gardons le cap du travail productif, pas le cap de la distraction et des discours oiseux, non. Le cap du travail productif. On se réveille, le Premier ministre et le chef de l'État commencent leur travail, la journée de travail c'est à 5 h du matin. Vous voyez, nous rencontrons le Premier ministre un jour à son bureau à 5 h du matin, il dit, moi je commence à 5 h et à 19 h il est toujours là. 20 h il vous dit, moi je ne sais même pas quand je commence et je ne sais pas quand je dois terminer. Dans un pays comme celui-ci, nous ne devrions même pas compter les heures de travail. Parce que c'est le travail qui ennoblit l'homme. Et puisque nous aspirons effectivement à la noblesse, apprenons simplement à travailler. Et Bukangalonzo, c'est le fruit du travail. 20 000 tonnes de maïs en train d'être moissonnées. Ça, il faut le faire. Et le rendez-vous, le prochain, ce n'est pas dans 5 mois.
Les légumes, c'est bientôt dans 2 mois, ici. La prochaine récolte de maïs, c'est en juillet, ici, en 4 mois. Et donc nous disons, ce n'est pas une histoire, ce ne sont pas des chimères, Boukangalonzo. Boukangalonzo, c'est du concret. Ce maïs-là, il est là. Et hier, déjà, le chef de l'État, après avoir cueilli ce maïs, après avoir reçu la première moisson, il a donné une partie de cette moisson aux populations riveraines de Boukangalonzo. Il n'a pas donné que le maïs, il a donné aussi à ces populations un panier du fermier, un panier qui comporte les semences, qui comporte les herbicides, un panier, les engrais. Voyez-vous, un panier pour chaque fermier, afin de lui permettre de quintupler et de multiplier par un coefficient important sa production. Ça, il faut le faire. Nous le ferons uniquement si nous avons de la vision. Et la vision, c'est celle-là. Merci Savoir, beaucoup. imaginer ce que le Congo sera dans 10 ans et dans 15 ans, avec des hommes bien nourris, et donc des hommes productifs, des hommes compétitifs. Merci beaucoup, Franklin Chamala, très enrichissante intervention. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce magazine prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de Télé 50.